Nous sommes montés aujourd'hui au Gurten à Berne pour la journée de clôture du PNR 76, Programme national de recherche 76, qui a porté sur les enfants placés, internés administrativement au siècle passé, jusque dans les années 80. Les études vont jusqu'en 2012. On a eu plusieurs interventions lors de cette journée de clôture, notamment un conseiller d'État, Thierry Apotello, qui était présent, qui a pris la parole. On a également un conseiller fédéral, Beat Jans, qui était là, qu'on a pu interviewer après la conférence. Et nous avons énormément de personnes aussi qui ont pu témoigner que les choses doivent encore changer. Nous ne sommes pas au bout de nos peines. Les choses ne tiennent pas tout à fait comme il faut, comme vous voyez. Et il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais je vous laisse écouter ces interviews. Je vous laisse aussi écouter l'extrait de l'interview que j'ai pu mener il y a quelques mois avec Martine. Martine qui a été placée durant les années 50 au siècle passé. Donc elle a été internée administrativement. Elle nous raconte son histoire et aussi son avis. On diffusera prochainement l'interview en entier. Là, ce sera des extraits des interviews de cette journée aussi. J'espère que vous saurez apprécier ce qu'il se passe en Suisse encore actuellement. Moi, je voulais juste dire, les placements des enfants, des fois, il suffirait juste d'accompagner la famille quelque temps, parce qu'elle a besoin d'un coup de pouce, et puis ça éviterait un placement d'enfants. Chaque placement, chaque enfant est placé, c'est comme une bille qui est cassée, qui est brisée. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et j'ai l'impression qu'on prend ce sujet de placement d'enfants un peu trop léger. Le plus important, évidemment, c'est de mettre encore plus de lumière sur ces années 60, 50, 60. Donc, c'est de la recherche historique classique. C'était des années d'une brutalité incroyable pour qui n'était pas comme les autres. Égal, quelle était la caractéristique de la personne. On a déjà ouvert un peu avec Matmark, on a continué avec les questions des saisonniers, et c'est là où on a encore une contribution à faire. Je pense que nous sommes dans un changement de paradigme qui est compliqué à faire. Pendant les 30 dernières années, d'un point de vue étatique, on nous a demandé de faire du prêt-à-porter pour tout le monde. La même chose pour tout le monde, sous l'angle de l'égalité de traitement. Et aujourd'hui, le changement de paradigme réside dans notre capacité de faire du sur-mesure. Parce que moi, je suis intimement convaincu que le sur-mesure permet de faire de l'investissement social. On construit des solutions maintenant pour éviter des coûts supplémentaires et des coûts humains, je ne parle pas que financiers. Alors donc je fais partie de la commission d'experts. Donc c'est une commission qui a dirigé tout au long de ces 5 ans de travail les différentes équipes, les 29 équipes de chercheurs. Il s'agissait de coordonner, de réfléchir, de sélectionner, etc. Donc on a fait un travail de direction. C'est d'ailleurs comme ça que ça s'appelle. Et donc voilà, on arrive au bout de cette démarche. Et donc je suis intervenu pour essayer de transmettre une partie. C'est aussi une mission importante, c'est de transmettre une partie des informations. De valoriser, c'est-à-dire de donner une valeur qui soit une valeur que les gens comprennent. Donc c'est de simplifier une partie, pas trop, mais de façon à ce que les scientifiques puissent parler à la population, parler aux responsables sociaux et politiques, disant il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qu'on peut modifier, il y a des choses qui vont bien. Et donc l'idée dans ce premier plateau, cette table ronde, c'était de présenter 3 recherches en lien avec 3 ce qu'on appelait des incitations, c'est-à-dire des recommandations en d'autres termes. Incitations dans le sens de la politique et le monde social doit prendre des initiatives à partir des résultats qu'on a mis en place. Et on était dans les détails, on a vu tous les actes et on sait maintenant en fin de compte comment une institution peut apprendre. Et ça c'est quand même important de dire il y a la possibilité de changement.
quelquefois on était dans ces données, on était du mal parce qu'on voyait que de la fermeture, mais en fin de compte, ces institutions ont fait des processus d'apprentissage. Comment les soutenir? C'est une des questions qu'on aimerait travailler. Et ce changement de paradigme, il est à expliquer, il est long, il faut faire preuve de beaucoup de conviction parce que entre la charge économique et la pression qui est faite sur les budgets fait qu'à un moment donné, on préfère aller plus vite plutôt que de s'occuper des personnes. C'est paradoxal, mais c'est vrai. Dans le public et aussi dans les intervenants, il y avait justement des personnes politiques, il y avait même un conseiller fédéral qui est venu aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression que le message est reçu? Est-ce que c'est juste des paroles ou bien est-ce que vraiment votre travail a une implication au quotidien politique? J'en sais rien. Le problème du politique, là on a eu un conseiller fédéral, M. Beat Jans, qui a fait un discours très touchant, de grande qualité, que j'ai trouvé personnellement impliqué, probablement très sensible aussi à la question. Il a montré des choses pas étonnantes, des choses qui m'ont tout simplement pris aux tripes. Je trouve qu'il a vraiment saisi une grande partie du message. Alors maintenant, le problème de la traduction et le problème de la capacité d'un membre du Conseil fédéral à transmettre ça à l'ensemble du Conseil fédéral et ensuite à l'administration, c'est un problème qu'on ne maîtrise pas. Et donc, on sait, la Suisse est une démocratie qui est lente. Les progrès, si tant est qu'on puisse parler de progrès, c'est des choses qui sont aussi lentes. Ça va prendre du temps. Et donc, l'implémentation, comme on dit dans notre langage, notre jargon, l'implémentation, elle est appelée à prendre du temps. Ce qui est important aujourd'hui, et ce qui s'est passé, et ce qui me paraît fondamental, c'est qu'une partie du message a été entendue. Est-ce qu'elle a été comprise? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle pourrait être transportée et surtout traduite? Je ne peux pas le garantir. Alors oui, il commence à entendre le monde politique que la lutte du non-recours, elle est importante. Mais il y a quelques années, quand je parlais de ça, j'étais pris pour un fou. Parce que la lutte contre le non-recours, c'est de nouveau la capacité de faire de l'investissement tout de suite, plutôt que d'attendre des dettes, d'attendre des maladies, d'attendre des situations personnelles et notamment des relations avec les institutions compliquées et difficiles. Et on a lancé une étude avec l'Université de Genève, on a mené des campagnes, nous faisons une fois par année des campagnes sur ce thème, mais je ne vous raconte pas une partie de la classe politique qui me renvoie effectivement tous les stéréotypes qu'on peut entendre. Donc moi je suis fort et je suis convaincu de ce que je fais, donc ça va, mais ça veut dire qu'il faut sans arrêt revenir sur le sujet. Pour mon département, le travail politique n'est toutefois qu'un aspect parmi plusieurs. Dans un avenir prochain, nous nous concentrerons également sur la diffusion des résultats de la recherche auprès du grand public. L'Office fédéral de la justice a ici un mandat légal clair. En tant qu'autorité compétente, il doit veiller, en collaboration avec les chercheurs et chercheuses, à la diffusion et à l'utilisation des résultats de la recherche. Et c'est ce qu'il fait. Il existe un concept. Notre objectif premier est clairement défini. Nous devons promouvoir la mémoire du sujet et l'ancrer dans la mémoire collective de la Suisse. Le Conseil fédéral a déjà décidé de mesures concrètes. Celles-ci s'adressent d'une part au public et aux écoles, mais aussi aux autorités, aux institutions et aux particuliers. Je citerai quelques exemples. Il est prévu de créer une plateforme web qui sera mise en ligne dans toute la Suisse et de manière permanente. Cette plateforme met à disposition des documents et des informations et contient une base de données de recherche sur le thème des mesures de coercition à des fins d'assistance. Les supports pédagogiques existants sur le sujet seront également rendus accessibles et visibles par ce biais. Ils sont actualisés et complétés si nécessaire. Il est également prévu d'organiser une exposition nationale itinérante qui aborde le thème de manière la plus large possible avec un programme d'accompagnement pour les classes d'école. Plus tard, elle existera sur la plateforme web sous forme d'exposition virtuelle. Mais l'Office fédéral de la justice
justice encourage aussi des formations continues pour les autorités, les institutions et les spécialistes. Et cette mesure me semble essentielle. Toutes celles et ceux qui ont affaire dans leur quotidien à des placements extrafamiliaux et à des placements à des fins d'assistance doivent être sensibilisés au sujet des mesures de coercition à des fins d'assistance. Ils et elles doivent recevoir les formations continues dont ils et elles ont besoin pour leurs activités actuelles dans ce domaine sensible. On voit quand même que ça a porté surtout sur la période jusqu'à 1981. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on a encore des excuses pour que des choses comme ça puissent arriver ou puissent tout à coup sembler arriver? Qu'est-ce qu'on a mis en place déjà depuis 1981? Ce qui m'a beaucoup surpris dans les études, c'est qu'au niveau politique et social, juste dans les années 80, on a eu très très peu de contradictions dans la société. Peu de gens ont pris la parole pour dire ce qui se passe n'est pas acceptable. Aujourd'hui, il se passe des choses, on a des publics fragiles, on a des publics qui sont dans une situation difficile et j'entends pas forcément non plus beaucoup de voix alternatives qui nous disent est-ce que les placements que l'on fait actuellement, est-ce que la manière dont on traite les migrants, les gens qui sont sans papier, etc., est-ce que ces manières de faire sont des manières humaines, sont des manières dignes? J'entends pas toujours ce type de discours. Donc j'ai comme l'impression qu'on pourrait très facilement, d'une manière ou d'une autre, reporter exactement les critiques que l'on fait aux années 80 ou les années précédentes, ou les décennies précédentes, on pourrait les reporter et d'avoir des scientifiques dans 30 ans qui nous disent mais ils ont très peu réfléchi à ça. Donc je peux pas porter de jugement aujourd'hui sur ce qui se fera. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui on a des enjeux politiques, des enjeux financiers qui sont déterminants et qui ont déterminé les politiques, on l'a entendu aujourd'hui, qui ont déterminé les politiques et qui probablement détermineront une partie des politiques dans le futur. Ce que je souhaiterais, c'est simplement qu'on apprenne des choses. Et c'est vraiment le message qu'on peut porter, c'est-à-dire que les études qu'on a faites, qu'on a dirigées, les chercheurs qui sont impliqués ont découvert des mécanismes, ils ont découvert des injustices. Je souhaiterais simplement qu'on ne les reproduise pas à l'avenir. C'est une des ambitions. Hein. Le projet s'intitule Assistance et coercition passé, présent et avenir. Donc il y avait dans l'idée du Conseil fédéral l'idée d'anticiper, de ne pas reproduire ce qu'on a produit malheureusement il y a un siècle, le siècle précédent. Bonjour Martine. Bonjour Olivier. On te voit pas, mais moi je te vois. Oui, ça va, je préfère qu'on me voit pas. Non, je préfère qu'on me voit pas. On se rencontre aujourd'hui et tu as accepté de témoigner parce que dans les années 50, tu as été interné administrativement. Tu as fait partie de ces centaines de milliers d'enfants et de personnes qui ont été internées administrativement par la Suisse, en Suisse. Et aujourd'hui, tu as été d'accord de raconter un petit peu ce qui t'est arrivé à ta famille, de comment tu t'en es sorti, comment les autres s'en sont sortis. C'était quoi, dans les années 50 que c'est arrivé? Comment ça s'est passé? Oui, dans les années 50. Donc, mes parents allaient se séparer aussi, divorcer parce qu'à l'époque, c'était... Mais nous étions 5 enfants. Donc, voilà, une personne seule, ma mère ou mon père n'auraient pas pu... ils auraient pu nous garder, mais en étant aidés. Alors là, c'était pas possible à l'époque. Donc, ils sont venus nous chercher à l'école par la police, les 5. Donc, moi, j'ai été placée d'abord à Écogia. Mes 2 sœurs ont été placées à Pinchat. Mes frères ont été placés dans le Jura bernois ou quelque part en Suisse allemande. Je ne me souviens plus très bien exactement des noms. Et moi, quand j'étais à Écogia, je pleurais toute la journée. Et après, ils m'ont mis avec mes sœurs à Pinchat. Là, on était les 3, mais on n'est pas resté longtemps. Parce que mon père voulait nous récupérer, enfin bref, voilà. Donc ils nous ont mis dans le Jura bernois, Reconvilier très exactement.
dans un pensionnat. C'était extrêmement difficile parce que nous n'étions pas très grandes et on devait faire énormément de travaux, des champs, parce qu'à côté il y avait une ferme. Donc on était les personnes bien hein, quand même. Hein. On faisait les foins, les regains d'abord, c'est après les foins, avec des immenses râteaux en bois, dans un champ en pente qui s'appelait Chanquilly, pas par hasard. Et donc on devait remonter avec ces râteaux, redescendre, mettre sur les chars avec des fourches pour un verre de sirop. Qu'est-ce qu'on était content du verre de sirop. Et après on avait les pommes de terre, planter les pommes de terre. Alors il fallait aller dans le local des patates, chercher celles qui étaient déjà plus ou moins germées, planter les pommes de terre. Ensuite il fallait les ramasser. Il y avait plein de souris qui partaient dans tous les sens. Depuis ce jour-là, moi j'ai une peur bleue des souris. Il y a une souris là, je monte sur la table, je ne bouge plus. Hein. Et puis d'autre part, on devait faire tous les nettoyages, tous les trucs. Et on avait l'école à l'intérieur, on ne sortait pas. Voilà. On précise que tu es une vraie Genevoise, tu es née à 100%, Genève. 100% genevoise. Et ça, je le revendique, alors absolument. Alors. Ouais, et puis bon... Tu avais quel âge à l'époque où ils ont débarqué à l'école? Je devais avoir dans les 10-11 ans, à peu près. 10-11 ans. Et mes frères et sœurs, on a tous une année de différence. Mais j'étais l'aînée. J'étais l'aînée, la plus grande. Voilà, et puis après, ce qui s'est passé, c'est que, bon, là, on a été vachement punis dans ce comment ils appelaient ça, un pensionnat? Oui, ils appelaient ça un pensionnat. Bon, alors, punis, giflés, mis dans des KGB, tout noir, sans fenêtre, sans rien pour faire ses besoins, pendant des heures. On n'osait pas parler le soir dans le dortoir. Dans le dortoir, des fois, je me dis que Chandelon, ils se plaignent. Des fois, ça me fait tout drôle, parce que nous, on était, je crois, à peu près 16 ou 17 par dortoir. Ça veut dire que les lits se touchaient presque les uns et les autres. Et puis, fallait pas dire un mot, parce que le lendemain, on passait à des paires de claques, parce qu'on avait parlé le soir dans le dortoir. Ouais, puis les douches, une fois par semaine. Voilà, et on sortait jamais, on n'avait pas de contact avec l'extérieur, rien du tout. Les parents, on ne les voyait pas pratiquement parce que c'était loin et à l'époque, il n'y a pas de moyens, tellement de transport et puis de moyens pour venir. Les Noëls, on n'en parle même pas parce que c'était d'une tristesse entre toutes, c'était l'horreur. Je crois qu'on s'entraînait à pleurer, j'ai l'impression. Mais bon, voilà. Et après... Mes sœurs ont pu rester, mais moi, c'était fini l'année scolaire pour moi. Donc, on m'a mis... Alors là, c'était véritablement la prison. Et ça, c'est prouvé. Hein. C'était à Fribourg, Villars-les-Jours, Bon Pasteur, chez les sœurs. Mais alors là, ça a été l'horreur. Mais vraiment l'horreur. Je ne peux pas dire autre chose, c'était l'horreur. Donc déjà, entouré des murs énormes, tout était fermé à clé. Absolument, il n'y avait pas une porte qui s'ouvrait, qui ne se fermait pas à clé. La nuit, c'était les volets avec des cadenas. Oui, non. On devait faire toute la lessive pour toute la ville de Fribourg. Alors, c'est-à-dire la lessive. À l'époque, il y avait les serviettes hygiéniques qu'on lavait. On ramassait toutes ces serviettes. Ça, c'était des sœurs qui faisaient le transport avec leur fourgon. Et après, ils mettaient ça dans un tonneau. Il fallait qu'on remue avec une pelle en bois. C'était les odeurs et tout ça, ça me restera à vie, je crois. Et on devait tendre les draps dehors, même quand il faisait froid, qu'on avait les mains gelées. Après, il y avait le repassage pour toute la ville de Fribourg. Donc l'argent qui se faisait à ces sœurs, je ne t'explique pas comment. Ouais. Et puis après, alors le repassage, on ne pouvait pas dire un mot. Dès qu'on disait un mot, la sœur, elle arrivait, elle tapait dans les mains, elle nous faisait une de ses trouilles. C'est vrai, moi je suis devenue trouillarde depuis là d'ailleurs. Hein. Et puis après, alors moi
Il y avait des trucs incroyables, c'est qu'on nous réveillait à 5 heures du matin pour aller à l'église, pour aller prier. Ah oui, ben les prières, moi je suis en règle avec le bon Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Alors ça, c'est sûr et certain. Donc à tout bout de champ, tu as les prières. Le matin, tu te parles à 5 heures, parce qu'après, bien sûr, il faut aller travailler. Hein. Il y a la couture, on faisait la couture avec des grosses machines pour des magasins Berne, dans plusieurs cantons. On faisait un tas de coutures. Ouais, puis bon, les nettoyages et tout ça aussi, la même chose. Hein. C'était une horreur. C'était de l'esclavagisme. Et à manger, alors je t'explique pas, alors que du chenille, que des pâtes. On avait du pain sec toute la semaine. Il n'y a que le dimanche qu'on avait du pain frais avec une rondelle de beurre qu'on voyait à travers. Hein. Et franchement, si tu savais le nombre de tartines qu'on arrivait à faire avec cette rondelle de beurre, c'est impressionnant. C'est pour ça que je ne peux jamais manquer de beurre. Tu peux regarder dans mon congélateur, tu trouveras toujours du beurre. Depuis là, moi, il me faut du beurre. Hein. Et puis alors le reste, j'ai pris 10 kilos en une année. Et puis là, on a décidé que j'allais faire, parce que ma mère est venue une fois me trouver et elle m'a embarquée. Et elle logeait chez ses parents, donc mes grands-parents, c'est mes grands-parents maternels, pardon. Et donc elle m'a embarquée quand je lui ai expliqué comment ça se passait et tout. Mais bon, la police est venue me chercher pour me ramener à Fribourg. Et je suis restée devant, punie, au lieu d'aller dans ce KGB là. Maintenant que les résultats du PNR 76 sont disponibles, il y a un point crucial. Les résultats de la recherche doivent être intégrés dans le travail de sensibilisation et de communication, et ce, le plus rapidement possible. Mon département se chargera volontiers de cette tâche. Ce que les personnes concernées disaient depuis longtemps est désormais scientifiquement confirmé. L'état de l'époque a causé de grandes souffrances et injustices. Les personnes qui étaient chargées de l'assistance ou de la surveillance des personnes concernées, pour la plupart sans défense, ont causé de grandes souffrances et injustices. La société, qui a accepté les innombrables mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux, et qui a largement détourné le regard, a causé de grandes souffrances et injustices. Malgré toute la retenue qui exige une rétrospective et une évaluation des circonstances historiques, nous pouvons désormais affirmer clairement les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux ont peut-être bien été des dispositions légales en vigueur. Les violences physiques et sexuelles graves ne l'étaient pas. Au contraire, elles étaient déjà punissables à l'époque. Et il existait également une conscience de l'injustice pour la violence psychique déjà à l'époque. Les insultes, les humiliations, la manipulation, celles et ceux qui agissaient ainsi à l'époque savaient pertinemment que c'était mal. Nous pouvons maintenant être clairs. L'état de l'époque, la surveillance et l'assistance de l'époque, la société de l'époque, ils ont en grande partie échoué dans les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux. Nous devons également être clairs. L'injustice subie par les personnes concernées ne peut être réparée. Il me semble donc d'autant plus important de mener une réflexion approfondie et sérieuse sur le sujet de l'assistance et de la coercition, comme l'a fait le PNR 76 au cours de ses longues années de travail. Ce programme a créé les bases nécessaires pour que la politique et la pratique puissent également s'en occuper de manière intense et aussi vaste que possible. Car aujourd'hui encore, des mesures socio-juridiques touchent des droits très personnels, voire des droits fondamentaux des personnes concernées. On parle beaucoup de la belle théorie, mais la pratique, elle est encore très différente. Et ils constatent, comme scientifiques, ils constatent qu'on est encore très loin
de réaliser les droits de l'enfant ou les droits de l'homme. Et ils font des impulses pour les autorités qui sont là aussi. J'ai parlé avec le président de l'APEA de Bâle, qui était président à l'APEA à Berne, quand on a décidé de donner des amphétamines à mon fils, parce qu'il avait le TDAH, trouble d'attention et hyperactivité, et moi je n'étais pas de cette opinion, j'étais contre. Alors ils m'ont enlevé le droit de garde qu'ils m'avaient donné 2014, à la fin de 2014, début 2015, quand la loi a changé pour les pères. Pour la première fois en Suisse, on avait le droit comme père, le droit à la garde. Et exprimer une opinion sur la religion que l'enfant devrait avoir, le traitement médical et d'autres choses. On pouvait exprimer notre opinion sur notre propre enfant en Suisse, la première fois, 2014. Et là, on me l'a enlevé de nouveau, 2015, parce que j'étais contre le traitement avec des amphétamines sur mon enfant qui avait 5 ans, 6 ans. Il était au jardin d'enfants. Il n'avait pas une seule note à l'école. On ne l'avait pas observé à l'école. On n'a pas essayé un autre traitement thérapeutique ou attendre les premiers deux notes. Rien du tout. Ils ont dit « Ah, il faut donner des médicaments. Ah, vous êtes contre. Alors voilà, au revoir, droit de garde. » 2018, j'ai perdu le contact complètement avec mon enfant. C'était fermé, il y avait l'église, il y avait la maison, il y avait 3 familles, 3 étages de jeunes filles. Et chacune avait sa comment est-ce qu'il s'appelle ça? Une l'appelait mère, quoi, comme si on devait l'appeler notre mère, mais bon, c'était une sœur, quoi. Et puis nous, on avait la pire, je crois. Tiens, moi j'étais dans la famille des abeilles. Comme quoi, tu vois, il y a tout marque, tout au reste, de toute façon, hein, ça c'est clair. Et vous étiez combien là-bas en tout? À peu près 150, à peu près. Ouais, on va dire à peu près. Je ne sais plus exactement. Pour se donner une idée. Ouais, mais bon... 150, donc c'est du travail forcé pour tout le monde, en gros. Ah ben tout le monde. Ah ben bien sûr. Il y a eu des filles qui se sont échappées, qui ont réussi à s'échapper, mais qui étaient reprises sur la rue de Berne et puis ramenées. Il y en a 2 avec qui je devais partir, d'ailleurs. Je devais m'évader avec 2 grandes. Mais comme ma mère m'a pris avant... Donc, après, j'étais punie devant, donc j'ai pas pu m'échapper avec elles, mais elles l'ont fait, et elles ont été retrouvées quelques jours après à Paris, sur un banc. Elles les ont ramenées, alors celles-là, les 2 au cachot, pendant 3-4 jours, je crois, au pain et à l'eau. Chandelon, c'est mieux, moi, je te dis franchement. Au pain et à l'eau, sans fenêtre, sans rien du tout. Pas de lumière, rien du tout. Depuis 2018, tu n'as plus vu ton enfant? Oui, parce qu'il disait que je manipule mon enfant, que je suis un danger pour la santé de mon enfant. Et en fait, 2023, l'année passée, j'ai gagné devant la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'on ne m'avait pas écouté 2016, là où on a commencé à maltraiter mon enfant avec des stupéfiants, des substances psychotropes. En fait, je suis en train de faire un recours à Berne avec un avocat. Et les employés de l'APEA sont très résistants. Ils ignorent vraiment la décision de la Cour d'Europe des droits de l'homme. Ils insistent à développer une histoire qui n'existe pas. Ils disent que je suis un malade mental, qu'il faut prendre des médicaments. Apparemment, c'est l'avocat de mon fils qui devrait défendre les droits de mon fils. C'est lui qui dit « Ah, ton fils te dit que tu es malade, que tu dois prendre des médicaments, et là, on pourra voir si tu peux voir ton enfant. » C'est un kidnapping avec comment on dit, Erpressung en allemand.
Soit tu fais ça, soit tu ne le vois pas. Mes frères se sont beaucoup échappés parce qu'eux n'ont pas du tout supporté. Mes sœurs ont été placées en Suisse allemande, séparées. On a toujours après été séparés. De toute façon, on n'a plus de vie de famille. Ça, c'était fini. Hein. Et puis, eux l'ont très mal supporté. Moi, j'ai eu peut-être de la chance, je ne sais pas, j'étais peut-être née sous une meilleure étoile, je ne sais pas. Mais de toute façon, eux, ils l'ont mal supporté, surtout mes frères. Hein. Mes frères... Voilà, ils en ont voulu à la terre entière. Ça, c'est quelque chose que, ouais, perdent leurs âmes et ils viennent de décéder. Je pense que beaucoup de gens que je côtoie, c'est très dur de parler. Très, très, très dur. Ça coûte énormément. Il y a la honte, il y a aussi peut-être pas envie de parler, tout simplement, d'oublier. Hein. Voilà, il y a la peur aussi du regard des autres, la peur des jugements des autres. Parce que quand on a vécu ce que moi j'ai vécu et tous d'autres, on n'a pas toujours les mêmes comment dire, on a des séquelles. Ouais, et des fois on peut avoir des réactions un peu surprenantes. Voilà, donc... Immer noch, immer wieder. Pas toujours, mais ça peut m'arriver. Ça peut m'arriver. Alors c'est vrai que des fois, voilà, je pense qu'il y a des gens qui ne veulent pas en parler à cause de ça. Quand on sort de ça, est-ce qu'on ose un peu en parler? Non. À la famille, à son conjoint? Rien du tout, à personne. À personne, on n'en a jamais parlé, ni mes frères, ni mes sœurs. On n'en parle, ni moi, à mon fils, j'ai qu'un fils. Hein. On n'en a pas parlé, on a dit qu'on avait été placés, mais bon, sans plus, mais on n'a pas donné de détails. Et tous mes neveux et nièces... Il y avait une honte à dire ça? Il y avait non. vouloir tourner la page? Non, c'était pas une question de honte, c'était une question qu'on n'avait pas envie de traumatiser nos enfants, qu'ils sachent par où on avait passé. Beaucoup n'y sont pas parvenus jusqu'à aujourd'hui. Le traumatisme, la stigmatisation, les blessures et peut-être aussi la honte sont souvent trop grandes. Nous devons regagner ou renforcer encore la confiance de ces personnes dans l'État et ses institutions actuelles. C'est la deuxième grande tâche, en plus de la mémoire collective. Avec le travail de mémoire scientifique, nous avons posé les bases de cette tâche. Mais nous ne devons pas nous reposer maintenant sur ce que nous avons atteint. Je l'ai déjà dit, le traitement du passé est tout un processus et il reste encore beaucoup à faire. Comme c'est souvent le cas, des lacunes subsistent dans la recherche, d'autres sujets apparaissent. Je pense notamment au travail forcé, par exemple dans les usines Burlet et Dietfort, dans le canton de Saint-Gall, ou à l'histoire des enfants dits du placard, les enfants des saisonniers, un aspect qui a été abordé dans le contexte du PNR 76, mais qui n'a pas encore été exploré. On a eu la chance, dans notre rapport pauvreté, identité, société, ensemble avec des professionnels, on a pu faire tout un chapitre sur les changements et les développements nécessaires. Et là, il y a une foulée de pistes pour les autorités, pour la société, pour la formation et bien sûr aussi pour la politique, pour la législation. Et maintenant, on est en train, avec Alain et d'autres co-chercheurs, de mettre ça en valeur. Je pense quand même que les passeports de aux Suisses, c'est quand même un grand problème. Et j'ai entendu dire, et je crois que c'est juste, c'est qu'en Suisse, l'enfant n'a pas beaucoup de droits. Et il ne les connaît pas. On croit que les enfants sont idiots et stupides, mais même un gamin de 4 ans ou de 3 ans peut expliquer quelque chose et il peut le comprendre. Bonjour. Bonjour. Monsieur le Conseiller fédéral, merci d'être présent aujourd'hui. C'est une grande journée, je crois. Merci à vous. C'est une étape aujourd'hui, la fin de ce Fonds national de recherche.
La suite maintenant, vous avez expliqué un petit peu dans votre discours, qu'est-ce qu'il y a comme moyen pour faire pression sur les cantons? Est-ce qu'il y a une autorité de tutelle? Est-ce que vous-même, vous allez suivre personnellement les choses pour pouvoir voir que les droits de l'enfant soient mis en place réellement en Suisse? Ici vient de se terminer un projet d'avance et ça donne des impulsions à la politique. Le Conseil fédéral va en discuter dès que le Fonds national nous fournit les résultats par écrit et va réfléchir si c'est nécessaire qu'il y ait des adaptations au niveau de la législature. Ici, c'est important de voir que dans les cantons, dans les dernières 10 années, il y a eu beaucoup de changements. Le droit de l'enfant, aujourd'hui, est beaucoup plus valorisé lors de ces décisions. Et la prise de conscience est, entre autres, aussi grâce à ce projet de recherche beaucoup plus grand qu'avant, afin d'éviter ces injustices qui ont eu lieu dans le passé. Apparemment, mes parents ne les ont jamais reçues, ces lettres. Elles sont restées dans les dossiers. Elles ont été écrites et puis après envoyées au tuteur et puis hop, dans le dossier. Voilà, c'était très mesquin, c'est ça. C'était horrible. Des prières à genoux pendant des heures le soir dans le salon, à prier pour si. Ah, on a été réveillés au milieu de la nuit quand un pape est mort. Je ne sais plus lequel c'était. J'en sais rien, je ne veux même pas savoir, je ne cherche même pas. On nous a levés au milieu de la nuit pour qu'on prie pendant je ne sais pas combien d'heures. Alors qu'à 5 heures, il fallait déjà se lever pour aller à l'église. Je crois que cette nuit-là, on n'a pas dû dormir, tu vois. Puis quand tu penses qu'on a fallu brûler vive aussi, là, parce que tout était fermé. Et au moment de Noël, on avait une espèce de meuble où on avait nos tiroirs pour ranger nos petites affaires, parce qu'on n'a pas grand-chose, hein. Et puis il y avait une décoration de Noël dessus. Je pense qu'une bougie avait mal été éteinte. Je ne sais pas, pour finir, ça a flambé. Et on a été tapé à la porte de la sœur pour qu'elle nous ouvre la porte qui était fermée à clé. Donc on ne pouvait pas sortir de l'endroit où les chambres étaient. On était 4 par chambre, là. Et donc on lui demandait, elle ne voulait pas nous donner les clés. Mais on voit que les problèmes persistent en fait. Le présent, il faut le dire, est très dur et aussi catastrophique que le passé. C'est peut-être pas les mêmes choses, mais c'est tout aussi terrible pour ceux qui le vivent. C'est vrai que le présent, je dirais qu'à notre époque, le fossé de la pauvreté, il fait que de s'élargir, hein. Donc c'est important de travailler puis pour ces gens-là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de voix qui les écoutent. En 1989, il y a eu la Convention des droits de l'enfant à Washington qui a été ratifiée en 1997, sauf erreur, par la Suisse. Est-ce qu'aujourd'hui, ces droits de l'enfant sont vraiment soutenus en Suisse? Est-ce qu'on y prête vraiment attention? Alors, la Suisse a signé la Convention. Dans le monde juridique, pour dire juste peut-être cet élément-là, ça a beaucoup posé de problèmes, c'est-à-dire des problèmes pratiques. Comment fait-on pour donner la parole aux enfants? Comment fait-on pour écouter les enfants? Il y a des problèmes assez simples qui se posent, et je sais que dans le monde des juristes, ça a posé beaucoup de problèmes, tout simplement d'intégrer ça. Ce n'est pas de la résistance, mais c'est une remise en question quand même de pratique. Alors, cette convention est extrêmement importante, elle donne des droits, mais quid des droits des enfants de personnes clandestines, hein? Alors on voit tout de suite qu'on est à la limite Là on voit par exemple dans le fait d'avoir des migrants sans statut qui sont mineurs, ces mineurs non accompagnés comme on dit, on peut discuter évidemment des termes. Quel droit est-ce qu'ils ont? Est-ce que c'est le droit du migrant qui prime? Est-ce que c'est le droit des mineurs qui prime? On voit bien qu'il y a une pesée des intérêts. Et au niveau de l'administration fédérale à Berne, on pèse les intérêts. Je peux vous dire que les conventions internationales, c'est une chose. L'application, et surtout l'application qu'on en a dans les cantons, elle diffère et ça crée de très grandes incertitudes. En 1997, la Suisse a ratifié la Convention des droits de l'enfant, qui date de 1989. Quel est l'organe en Suisse, dans la Confédération, dans votre département de justice et police, qui vraiment veille à l'application de ces droits de l'enfant?
C'est, à mon avis, le comportement de la justice qui est concerné par cette convention. Elle a accompagné la mise en œuvre de ce projet de recherche et ce même département a donc aussi organisé et accompagné le paiement des contributions de solidarité comme elles ont été versées par les victimes de coercition. Aujourd'hui, est-ce que ça contraste pas avec ce qu'on entend dans cette conférence? On a des autorités qui vont parler, on a des chercheurs qui ont fait leur travail, qui ont dépensé beaucoup d'argent pour étudier. Est-ce qu'il n'y a pas un contraste avec la réalité du terrain, de ce qu'on entend, de ce que tu nous racontes? C'est éclatant, c'est éclatant. Ces personnes-là, ils écrivent leurs hallucinations, ou voilà des phrases copier-coller. Il faut des raisons pour prendre des mesures chères, faire remporter de l'argent à tout ce réseau. C'est le business qui compte pour eux. Ils ne veulent pas apprendre, ils ne veulent pas casser ce business. C'est un business qui remporte avec les entreprises pharmaceutiques, avec les avocats d'enfants qui font semblant de défendre les droits de l'enfant, mais en fait, ils disent seulement ce que l'autorité leur dit. Ils donnent des instructions, tu dois faire ça. Alors, comme ça, tu auras un autre contrat dans 6 mois ou 3 mois, régulièrement. En fait, aussi les psychologues qui font les expertises. Un psychologue était dans les médias, Daniel Gutschner. Il était dans les médias, on peut rechercher sur Google. Et en fait, c'était clair déjà dans les médias que c'est les autorités qui donnaient une commande à ce psychiatre ou psychologue qui n'avait même pas de permis d'exercer en Suisse pour avoir un résultat. Moi, je vois j'ai une famille qu'on connaît à TD. C'est actuel, hein. On a pris le feu de la mère qui accouchait à l'hôpital à Yverdon. Et il ne fallait pas qu'elle les touche parce qu'il ne fallait pas que le feu ait l'odeur de la mère. C'est actuel. On a entendu M. Meilon qui a dit notamment l'affaire du bébé qui a été enlevé à sa mère avant même qu'elle puisse sentir l'odeur de sa mère. On a encore des problèmes en Suisse. Comment est-ce qu'on va prendre ça en main aujourd'hui ? Il existe bien sûr une nécessité d'agir à tous les niveaux. En fin de compte, c'est très important que tout le monde comprenne l'importance de cette relation familiale et que nous trouvions ensemble avec les familles, ensemble avec les enfants, des solutions et qu'on ne prenne pas des décisions au-dessus des têtes des enfants et des familles. Ce qui est nécessaire, c'est un développement au niveau de la société entière. On peut bien sûr encadrer tout ça par des lois, mais en fin de compte, ces lois peuvent seulement être considérées comme un succès s'ils sont mis en pratique par la société. Le droit fédéral, c'est une chose importante. On le voit surtout parce qu'en Suisse, on a des lois fédérales qui sont quand même peu nombreuses dans certains domaines, et le droit de l'enfance est un exemple. Donc on a peu de protection au niveau fédéral, on a eu des avancées, il ne faut quand même pas dire des choses qui n'existent pas, il y a eu des avancées, il y a eu depuis une dizaine d'années, disons, des progrès dans ce domaine. Le problème n'est pas forcément le cadre fédéral. Le problème, c'est de devoir remplacer des usages qui étaient des usages pratiques, c'est-à-dire parfois des conventions qui étaient passées entre des cantons, on parle de différents accords, d'accords entre on parle de conférences latines, alémaniques, etc. Des accords qui sont régionaux, qui s'appliquent, des accords avec le secteur privé. Tout ça fait que aujourd'hui, on a quand même un droit qui existe, mais qui n'est pas un véritable droit. Et donc, de gérer le droit, ce droit-là, de lui donner, dans le fond, une autre portée en généralisant un droit fédéral pose
des résistances au niveau des cantons, parce qu'on entre dans le secteur du fédéralisme avec le droit des cantons, etc. Donc tout ça est très compliqué. Donc les pas dans ces directions sont très délicats à mener. Et donc, certes qu'on pourrait avoir le besoin d'avoir une législation fédérale un peu plus solide, ce qui ne garantirait pas des applications, parce que c'est l'autre problème, des applications qui seraient équitables au niveau des cantons. Parce qu'on voit qu'il y a d'énormes disparités, malgré l'existence de droit fédéral ou d'une loi fédérale, on voit des disparités au niveau de l'application des cantons, parce que non pas que les cantons prennent leurs aises, mais parce qu'il y a des pratiques, parce qu'il y a des usages, il y a des cultures différentes, ce qu'on doit respecter, mais il y a probablement des minima qu'on devrait pouvoir garantir. Et apparemment, il y a à peu près une centaine d'enfants qui sont placés en pédiatrie. C'est pas les Hugues. Oui, ça fait partie des Hugues, mais c'est la pédiatrie. Ce qu'on a un petit peu tendance à ne pas trop dire. Hein. Moi, ça me choque quand j'entends que des enfants de quelques mois sont placés aux Hugues. C'est quoi la différence alors avec ton internement et ces hospitalisations sociales aujourd'hui? Il y en a une ou c'est... Ah bah oui, attends. Ben oui. Parce qu'on sait très bien qu'il y a ces hospitalisations et qui après finissent dans des foyers ou dans des familles et on ne sait pas du tout comment ça se passe. Moi, c'est ce que j'aimerais savoir. J'aimerais pouvoir aller voir dans ces foyers. Mais je crois que c'est porte close. Hein. Ça, c'est porte close. C'est l'affaire du foyer de Mancy qui t'a vraiment... Ah oui, c'est depuis là. Ah oui, c'est depuis là, parce qu'avant, moi, je n'avais pas connaissance de ces... Et puis peut-être qu'on s'intéressait moins aux journaux, peut-être on en parlait moins. On en parlait moins dans les journaux, dans les médias. Ce qui importe maintenant, c'est qu'on en parle. Avant, ça se cachait. Maintenant, on en parle. Et de plus en plus de personnes, comme les politiciens, comme les médias, on en parle. Et ça, c'est vraiment un espoir d'en parler. Est-ce qu'au niveau des médias, justement, il y a aussi ici un peu une omerta, une envie de ne pas s'intéresser à des problèmes aussi délicats, des problèmes complexes aussi, ou est-ce qu'au contraire, les médias, il y a vraiment une évolution par rapport à cette problématique-là? Alors, c'est intéressant votre question, parce que une des questions qui s'est posée au comité de direction du PNR 76, c'était de savoir comment on allait communiquer. Et donc, on voit bien, les sujets, vous l'avez dit, sont complexes. Et donc, les médias réfléchissent et ont aussi des contraintes. C'est en particulier de poser des papiers rapidement, de donner l'essentiel d'un message, souvent sur des sujets qui sont d'une rare complexité, voire qui interrogent tellement fondamentalement la société que ça indispose fondamentalement. Et donc, les médias sont aussi contraints par des logiques qui font qu'il n'y a pas toujours coïncidence entre les deux choses. Et donc, le rôle des médias dans ce sens-là, c'est bien sûr de déranger, mais on sait aussi que l'usage des médias, c'est d'avoir une certaine audience. Et donc, il y a des messages qui passent pas très bien. Je prends juste un exemple. Nous avons développé, mais pas dans le cadre du PNR 76, nous avions développé l'idée d'une recherche sur la quantification des mauvais traitements en Suisse. Et donc nous n'avons pas reçu de financement des autorités, parce qu'il n'y avait pas d'argent pour ça. Nous avons reçu des financements privés, mais les financements privés qui s'intéressaient à la médiatisation des résultats, ces financements privés ont surtout ciblé sur les mauvais traitements d'une certaine forme, c'est les abus sexuels. Les autres sont trop complexes à expliquer. C'est quoi de la négligence? Alors que l'abus sexuel est facile à comprendre. C'est pas si simple, mais enfin c'est facile, pense-t-on, à comprendre. C'est surtout dans l'opinion publique quelque chose qui n'est pas admissible. Et donc les médias entrent dans cette logique et on comprend pourquoi la recherche peut être aussi orientée et que les médias, dans le fond, vont rendre certains résultats plus spectaculaires que d'autres. Encore une fois, si je vous explique ce que c'est la négligence, on en a encore pour une demi-heure. Alors que les abus sexuels, on a l'impression de tous comprendre de quoi il s'agit. On n'en parlait pas trop, on ne savait pas ce qui se passait. Tandis que maintenant, c'est dévoilé. Et puis alors, il y a eu des pétitions.
ça fait quand même déjà à peu près d'une dizaine, si c'est pas plus, qu'il y a on peut dire, des placements abusifs d'enfants. Moi, je crois que je peux le dire, le mot, hein, parce que j'ai rencontré beaucoup de parents quand même, hein, qui ont des enfants placés, ou qui ont des enfants placés et qui ont eu des enfants placés, qui m'ont expliqué un petit peu, ben voilà, je me dis, ben pas grand-chose à changer. Pas grand-chose à changer, à part qu'on fait peut-être moins travailler les enfants, j'en sais rien, je voudrais aller. J'aimerais bien pouvoir aller voir quelques-uns de ces foyers. Je ne dirais pas non, je ne les connais pas tous. Mais j'aimerais bien pouvoir aller voir un peu comment ça s'y passe et qui s'en occupe et comment on s'en occupe et voir. Puisque j'ai passé par là, je serais assez bien placée pour le faire, il me semble. Et ça, c'est aujourd'hui, dans le canton de Berne, c'est actuel. Tu connais d'autres cas qui sont comme ça? Est-ce qu'il y a d'autres cas qui doivent aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme pour défendre les droits de l'enfant et les droits du père? Il y en a plein. Mon voisin a été psychiatrisé plusieurs fois. Parce qu'il disait que les autorités ne sont pas normales. Je ne vais pas dire ce qu'il disait, mais il s'est énervé, bien sûr. On lui a enlevé la fille, 2 filles. La première, elle a 14 ans et elle est traitée aussi avec des substances psychotropes. Il y a beaucoup de parents qui sont très déçus de la justice. Comment est-ce que vous voyez ça? Les justices cantonales, notamment de la protection de l'enfant, sont très déçus. Oui, en effet, c'est souvent le cas dans plusieurs domaines que les personnes concernées ne sont pas d'accord avec les décisions des autorités. Bien sûr que c'est triste, mais c'est en même temps inévitable. Ce que nous, en tant que société, devons tenter d'éviter, ce sont des erreurs systémiques avec des situations où des lois ne sont pas appliquées dans des institutions, par exemple. En tant que société, il faut donc absolument que nous évitions cela. Ça, c'est épouvantable. Qu'ils viennent chercher les enfants soit à l'école, soit dans les appartements, avec plusieurs policiers et tout ça, même à les menotter, certains, ça c'est clair, je l'ai aussi entendu ou lu quelque part. Ça, c'est l'horreur. Ça, c'est le départ de l'horreur, c'est ça. Devant tous les autres enfants, tu te vois embarqué, ou alors devant les voisins et tout, quand tu es dans... Non, mais franchement, et surtout si tu n'as rien à te reprocher, ça c'est terrible, ça c'est terrible. Et moi je crois que ces enfants-là vont... Moi je crois que tous ces enfants qui sont placés actuellement, s'il n'y a pas quelque chose qui change, ils vont être traumatisés à vie. La question, c'est comment la procédure va ensuite pouvoir être implémentée ou mise dans le terrain. Ça va évidemment être délicat. Monsieur Beat Jans, le conseiller fédéral qui a pris la parole aujourd'hui, l'a dit, hein, il y a des effets au niveau fédéral, peut-être des lois qu'on devra réfléchir. Il y aura peut-être dans l'administration une attention particulière qui sera donnée à certains objets, à certains problèmes ou certaines problématiques. Mais il y a aussi le niveau des cantons. Les cantons sont directement concernés par ces questions de santé, c'est eux qui sont au front. Et puis il y a les communes. Et puis il y a les institutions privées. Et puis. Donc on voit déjà la complexité doit être d'une manière ou d'une autre concernée par ces problèmes. Comment les choses vont se traduire, c'est pas si simple. Il y a des questions financières, il y a des questions juridiques, il y a des questions tout simplement de résistance dans les compétences des cantons. Enfin, tout ça fait que on peut être raisonnablement, pour reprendre une partie du langage politique, raisonnablement optimiste. Je pense tout de même que le fait de donner une dizaine d'impulsions, hein, c'est pas des recommandations, c'est des impulsions, tout ça a été bien réfléchi. Le Conseil fédéral a relevé ceci, pointe tout de même sur certains aspects qui sont sensibles. Et j'ai quand même bon espoir qu'au niveau de l'administration, on en tienne compte, qu'on ne puisse pas faire l'impasse ou se sentir insensible aux questions qui ont été posées. On a entendu le Conseil fédéral, on a entendu le président de ce programme de recherche. La déception est toujours là. Qu'est-ce que tu penses de ce programme de recherche ? Moi, j'ai parlé avec les 2 présidents aussi et j'ai dit qu'il faut continuer
Les experts qui ont fait tout ce travail très important doivent être accédés, à mon avis. Il faut créer une organisation qui traite des cas actuels pour avoir un avis de scientifiques experts qui peuvent donner leur opinion sur un cas spécifique actuel. J'ai dit que si on ne porte pas plainte pénale contre ces autorités-là, et il n'y a pas de peine pour les acteurs, ils ne vont jamais arrêter. Parce qu'ils se sont intouchables. Ce sont Dieu. Ces autorités-là, il faut les freiner, il faut vraiment les éduquer, eux. J'aimerais dire à Alain Mélan, que ce n'était pas extraordinaire au niveau du régime suisse, mais à une échelle cantonale ou à une échelle communale, il y a des choses qui se font. Ayez confiance, ne quittez pas cette table ronde en pensant que rien ne se fait. Et puis comme nous sommes dans le fédéralisme, il y a des choses qui se font dans des cantons et d'autres pas. Mais soyez assurés que le travail que vous avez réalisé, la participation que vous avez faite dans cette recherche permet effectivement un peu comme le thé, d'infuser. C'est parfois, quand c'est trop long, c'est un peu amer, puis quand c'est pas assez, ça fait un peu de l'eau chaude. Donc il faut trouver le bon timing, mais j'aimerais effectivement ne pas que vous quittiez avec un sentiment d'amertume. Il y a des choses qui se font, et aussi des belles choses qui se font, et je ne veux pas parler que de Genève. Un programme de recherche de ce type a été doté assez richement. Il y a eu beaucoup de fonds et on voit les résultats. On a pris aussi le soin de mobiliser des fonds pour valoriser. Alors maintenant, on pense qu'un certain nombre de graines ont été plantées. Il y a des terrains qui sont favorables. On sait aussi, parce que c'est l'objectif de ce type de recherche, c'est de rendre certains territoires plus accessibles, de les rendre plus possibles à la recherche. Aujourd'hui, de faire des recherches sur un certain nombre d'abus, sur la négligence, c'est des choses qui sont probablement plus faciles. Et donc c'est aussi ce travail-là qu'on fait. Et donc par rapport à l'avenir, je pense qu'aujourd'hui on peut imaginer que la Suisse a pris un pas d'avance peut-être sur d'autres pays, dans la mesure où elle a permis le développement de recherches très approfondies dans différents secteurs. Je rappelle quand même 29 projets dans des disciplines très très différentes, avec des résultats qui vont être publiés récemment, un peu plus tard, etc., qui vont prendre un peu de temps, qui seront confrontés au niveau international. Tout ça va donner une assise suffisamment importante pour que d'autres recherches se développent. Alors ce ne sera pas le but de chercheurs comme nous, qui avons travaillé dans le projet PNR 76, on ne va pas le reproduire. Mais par contre, il y a évidemment d'autres recherches qui vont se légitimer, et le Fonds national, sur d'autres programmes, va probablement assurer la succession d'autres recherches. Elles sont absolument nécessaires. Tout ce qui se passe, mais au niveau de l'indemnisation, 25 000 francs, ça soigne un traumatisme ou c'est juste de l'argent de poche? Non, mais de toute façon, non, parce que si on calculait les heures qu'on a bossé dans ces maisons, dans ces baraques, moi je dis baraques, eh bien je crois qu'on serait riche, et pas de 25 000 francs, parce qu'on n'a jamais été payé pour le boulot qu'on faisait. Ça, c'est les sœurs qui encaissaient l'argent. D'ailleurs, j'ai appris dernièrement qu'elles ont hérité de cette immense maison pour leurs vieux jours. Au niveau de l'indemnisation, il y a des milliers de personnes qui ont été indemnisées à hauteur de 25 000 francs. Est-ce que ça, c'est une indemnisation par rapport à tout le mal qui est fait? Non, j'ai parlé avec une dame qui a été placée chez une famille. Avec 3 ans, elle m'a raconté comment elle a été violée, en fait, dans cette famille d'accueil. Avec 3 ans. Elle a été payée 25 000 francs pour avoir cette mémoire et me la raconter, je ne sais pas, 60 ans plus tard. Alors, 25 000 francs, mais c'est quoi? Mais non, c'est une arnaque. Est-ce qu'une autorité de surveillance serait bienvenue dans ce domaine-là, dans le domaine quand même très sensible de l'enfance?
Alors oui, mais là, ça signifie qu'on a des responsabilités qui doivent être distribuées différemment. On aurait quoi? Un gendarme fédéral qui interviendrait dans les cantons? On voit bien ce que ça peut signifier. Sans doute que ça aurait un avantage, c'est l'avantage d'obliger les cantons à réfléchir à des procédures, à prendre des procédures en exemple. Il me semble que de ce côté-là, on pourrait une meilleure équité dans le traitement ou le moindre mauvais traitement des enfants dans les cantons. Un gendarme, de façon générale, a deux effets, c'est-à-dire un effet de répression, mais aussi un effet de prévention. Et je pense que c'est plutôt cet effet de prévention qui serait extrêmement intéressant à mettre en place. Il est temps de briser ce cycle. Nous devons faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. Nous le devons à Trudy, Erika, Willy et à tous et toutes les autres. Merci beaucoup. Mais alors, recevez-moi, vous êtes quand même la cohésion sociale. Oui, mais moi je m'occupe pas des droits de l'enfant, donc c'est inutile. Ça va vous perdre du temps. Puis moi aussi, donc c'est dommage. Dans ce funiculaire qui redescend du Gürtel, les airs d'accordéon Schwitzwa me trottent encore dans la tête. Je n'arrive pas à savoir si, comme nous l'expliquait Thierry Apotello, le thé est trop ou pas assez infusé. La véritable impression qu'il me reste, c'est qu'on ne fait pas du thé avec de l'eau tiède. Cette tiédeur politique m'a glacé. J'étais la seule caméra, le seul intéressé. Pour les médias, le sujet n'est pas vendeur. Notre télévision nationale a brillé par son absence. Elle a dû confondre Gürtel et Birkenstock ce jour-là. Tout le monde s'est régalé de petits fours aujourd'hui, mais l'omerta va continuer. Chez les gens bien élevés, on ne parle pas la bouche pleine. Alors si vous êtes encore là, je vous en remercie. Nous sommes le dernier rempart, les seuls sur qui les enfants d'aujourd'hui peuvent encore compter. On peut avoir plusieurs vies, mais on n'a tous qu'une seule enfance. L'enfance est sacrée, mais les adultes ont la mémoire courte. Je descends ici avec une seule certitude. La Suisse n'a plus d'excuses. Elle les a fait déjà. Elle a indemnisé ce franc symbolique qui reconnaît les erreurs passées. Il est temps d'apprendre de nos erreurs. La folie, c'est de faire les mêmes erreurs et d'espérer un résultat différent. Nous arrivons à la station finale. Il n'est plus possible d'aller plus bas. Aujourd'hui, c'était la dernière excuse. Tantième.